test pour l'intro. J'ai envie de lire. Je me sens pas bien. Attends, il faut que je te raconte. Non mais je suis pas sûre. Non, c'est vrai? Attends, il faut que je te raconte le dernier bouquin que j'ai lu. Oui! C'est bon, je suis bien en place dans tes oreilles? J'ai envie de te raconter des trucs. Aloha, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette chronique du dimanche. Aujourd'hui, je vais te présenter un roman qui s'intitule Les liens du sang, écrit et auto-publié par Chris Red. C'est un auteur que j'ai un peu l'habitude maintenant de chroniquer. J'ai déjà lu plusieurs de ses ouvrages, comme par exemple les 2 tomes de sa série Karma, le premier tome s'intitulant Le secret des mères fondatrices et le deuxième tome La croisée des destins. Et aujourd'hui je suis super contente de pouvoir commencer un nouveau genre dans lequel je ne le connais pas encore car les précédents étaient plutôt science-fiction alors que celui-ci est plutôt du policier. Je m'arrête tout de suite là pour les présentations de l'auteur et je te laisse tout de suite avec mon retour de lecture. Pour ce qui est des liens du sang, c'est un roman que j'ai trouvé vraiment exaltant du début à la fin. Donc tout au long de l'histoire, on suit une espèce de course-poursuite, de jeu du chat et de la souris entre plusieurs personnages. Entre un très gros criminel, qui a un très gros réseau sur toute la ville, qui fait exploser du coup le taux de criminalité à lui tout seul et à son réseau incroyable, hyper étendu, tel une grosse toile d'araignée. Entre un petit dealer, entre un parfait innocent blanc comme neige, mais vraiment tout crème, tout blanc, tout sage, et un duo de flics. Et le tout se passe dans un cadre très contemporain, donc de nos jours, etc. Dans une ambiance où la corruption et la justice ont du mal à s'entendre et fricotent, flirtent l'une avec l'autre. Pendant que la corruption noircit des cœurs, qui jusqu'ici étaient plutôt sains, on a la justice qui fait pousser des ailes à d'autres, lesquels voilà une opportunité d'embrasser leur destin. Bon, c'est 2 grands mots, mais en soi, qu'est-ce que raconte ce livre? Chris Red nous raconte là comment un tout petit dealer se retrouve propulsé dans la cour d'écran, dans une espèce de monde dont il n'avait même pas conscience, dans une des plus grandes toiles de réseau de criminalité, donc vous comprenez déjà le lien qu'il y a entre ce petit dealer et ce très grand criminel, tout en entraînant son demi-frère qui est un joueur de foot à l'aube de sa célébrité, lequel est la figure d'innocence. Et nous partons à la découverte de ce beau petit monde par le biais de 2 flics. Un ancien vraiment désabusé qui n'est pas en fin de carrière mais qui a déjà une très belle carrière derrière lui et qui a la réalité du terrain, qui est la réalité justement de... Voilà, il va utiliser des méthodes qui peuvent être quelque peu limites et douteuses au niveau de la morale. Il va avoir comme compagnon, un très jeune flic qui sort de l'école, qui est très dynamique, qui est plein d'espoir et qui a le sang vraiment de la justice qui coule en lui. Donc j'ai beaucoup aimé suivre tout ce fil rouge du roman par le biais de chaque regard, que ce soit par le biais du petit dealer, donc Théo, que ce soit par le grand criminel, Marc, ou encore par les 2 fameux flics qui s'appellent Eric et Louis. À chaque fois qu'on était avec eux, on arrivait sans aucun mal à comprendre aussi bien leur motivation et aussi bien leur existence, comment ils vivaient, qu'est-ce qu'ils pensaient, pourquoi ils le faisaient, dans quel but, sur quelle moralité s'appuyait-il, etc. Ce qui m'a vraiment le plus plu dans ce livre, c'est que dans tout ça, l'auteur n'a pas fait en sorte que tout soit trop simple ou trop facile ou pire encore, trop héroïque. Par exemple, bon, c'est pas du tout un spoil donc pas de souci, ne t'inquiète pas, tu peux écouter ce qui arrive sans aucune crainte que je te gâche toute la lecture, au contraire. Par exemple, 2 lieutenants, alors qu'ils ne sont pas les 2 flics Eric et Louis, mais qui sont 2 autres lieutenants, vont partir à la course-poursuite en voiture d'un autre truand qu'on appelle le Jamaïcain, et sauf que ils vont finir crevés avant même d'avoir réussi à l'avoir appréhendé. J'ai trouvé cette scène
très drôle et en même temps très criante de vérité. Enfin, je trouvais que ça apportait vraiment une grande part de réalisme, ce qui permet du coup d'être encore plus projeté dans le réel parce que ce sont des choses qui peuvent du coup arriver et c'était du coup très réaliste. Enfin voilà, je me répète, mais l'idée là c'est que ils sont pas tout de suite là courir après les méchants et hop ils ont attrapé les méchants et ça y est les gentils ont gagné. Non, c'était pas du tout ça. D'un point de vue personnage, mon gros coup de cœur va pour les gardes du corps du grand criminel, donc de Mark. Ces gardes du corps sont des frères jumeaux de type armoire à glace qu'on n'a clairement pas envie de croiser ni avoir dans sa vie, sauf si ce sont nos propres gardes du corps à nous. Parce que à première vue, ils ont l'air complètement imperturbables, froids et aussi émouvants et larmoyants qu'une pierre tombale, c'est dire, mais quand on creuse au fur et à mesure de l'histoire, dans leur personnalité, dans leurs histoires, justement, c'est là qu'on a une toute autre vision sur eux, sur leur motivation, et il se pourrait bien même que l'un d'entre eux a un petit cœur plus sensible que l'autre. Voilà, j'en dis pas plus. Après, il y a bien deux petites choses que j'ai eu du mal à accrocher. La première chose, c'est qu'il y a plusieurs passages de narration sur des matchs de foot. Parce que du coup, il y a un des personnages assez importants, donc le frère du petit dealer. Ce frère est un joueur de foot qui s'appelle Enzo, qui est vraiment à l'aube de sa célébrité. Il se révèle prodigieux sur le terrain. Et donc, on a plusieurs passages où l'auteur nous relate des matchs, parce que ces matchs ne sont pas si anodins et qu'ils ont un lien avec la vie de criminalité dont le petit frère Théo commence à plonger la tête dedans. Sauf que j'aime pas ça, j'aime pas le foot et du coup c'était clairement pas passionnant à lire. Mais après voilà, cet ennui dépend du coup du fait que si on aime ou pas ce sport en soi. Ça c'était la première chose qui m'a déplu et la seconde chose c'est la fin du livre. Alors, pour ce qui est de l'intrigue policière, on est happé du début à la fin. Ça vraiment, on perd le souffle que sur les dernières pages, on est au bord du suspense de bout en bout. Mais j'ai été un peu déçue de la fin parce que je m'y attendais. Donc il n'y avait pas de surprise. Et moi j'adore quand ça me surprend. Et là, ça allait vraiment droit dans la direction à laquelle je pensais au fur et à mesure. Et je trouvais ça dommage. Parce que du coup, il n'y a pas eu de dernier rebondissement, il n'y a pas eu de retournement de situation improbable et cohérent qui m'aurait fait dire que je n'avais rien compris depuis le début et qu'en fait c'était ça. Et ça manquait. Et c'était un peu dommage. Mais c'est pas grave parce que ça n'a pas du tout gâché tout le plaisir que j'ai eu de lire tout au long de ce roman. Je vais arrêter mon retour de lecture ici. Je vais te mettre, comme d'habitude, le lien d'achat du livre dans la description du podcast si toi aussi tu veux te plonger dans ce policier. Pour te donner un avant-goût, je vais te lire un extrait du début, je te laisserai juste après. Donc très bonne écoute à toi, merci encore à l'auteur pour sa confiance, pour ce service presse. Et je te fais plein de poutous. Salut! Chapitre 1. D'un mouvement ample de la main, Theo Schwartzmann jeta un coup d'œil nerveux vers la montre attachée à son poignet gauche. L'heure qu'il allait lire lui enverrait un message qui allait déterminer son avenir. Il était 16h55 et il n'était donc plus envisageable de se présenter devant l'homme avec qui il avait rendez-vous à 16h30. 5 minutes de plus et il allait devoir trouver un moyen de s'évanouir dans la nature, sans que personne ne le remarque. Car si quelqu'un venait à être dans la confidence, nul doute que Marc le Juste le saurait. À Highland City, les murs ont des oreilles, et ils appartiennent tous à des membres éminents de la pègre locale. Pourtant, Théo ne tremblait pas. Il connaissait les conséquences de ses actes. Il savait que s'associer à des gros bonnets pouvait s'avérer périlleux. Mais voilà, il en avait eu marre de devoir ramasser les miettes des grossistes. Qui pouvait vraiment le blâmer d'avoir tenté sa chance ? Personne. Encore fallait-il avoir les reins solides et posséder les compétences requises. Écouler plus de 100 000 échantillons d'une nouvelle variété de drogue dure à un acide qui vous envoyait directement sur Neptune à peine ingéré, c'était un sacré challenge, même pour un dealer chevronné comme lui. En outre,
C'était sans compter sur les interventions répétées de la police. L'intronisation d'un nouvel inspecteur n'avait pas arrangé les choses. Zélé, le novice avait réveillé des forces de l'ordre qui étaient assoupies depuis des semaines. Fini les parties de cartes au poste ou les compétitions de jeux vidéo dans le confort des bureaux du commissariat. Louis Matargo était arrivé, se prenant pour Zorro, des rêves plein la tête et, en particulier un, celui d'éteindre la criminalité à Island City. La chance ne voulait jamais sourire à Théo. Il avait beau forcer le destin, chaque fois qu'il lançait les dés sur le plateau de la vie, une force mystérieuse semblait les retourner à l'insu de son plein gré pour que le sort lui soit défavorable. Cela avait commencé dès son enfance. Depuis le jour où il avait été placé dans un foyer, à moins que ses ennuis n'eussent fait leur apparition bien avant. Ses souvenirs de sa petite enfance étaient flous et teintés d'un voile obscur qu'il ne désirait pas vraiment faire tomber. Toutefois, la voix d'un journaliste émanant du poste de télévision dans le bar, dont il était le seul client, vint lui rappeler cette réalité qu'il avait volontairement mise de côté. Une voix qu'il n'avait pas entendue lorsqu'il avait avalé son premier verre de scotch, mais qui n'avait pas cessé de parler dans le vide jusqu'à ce qu'elle prononce un nom bien spécifique. À quelques instants du coup d'envoi, nous ne pouvons que rappeler le caractère décisif de cette rencontre. Il reste 3 matchs à disputer et Island City United possède 2 points de moins que son concurrent direct, Seaside Bay. Tous les regards sont désormais rivés sur leur principal atout, Enzo Garibaldi. Rappelons qu'après un début de saison timide, le jeune joueur s'est enflammé et vient de marquer lors de chacune des 8 dernières sorties de l'équipe. Plus personne ne semble en mesure de l'arrêter, n'est-ce pas, Darren? En effet, depuis quelques matchs, plus aucune défense ne parvient à le museler. Il a grandement contribué au fait que l'équipe d'Island City a refait son retard au classement sur le premier. Il va vite, il percute et surtout, il prend les bonnes décisions. Entendit Théo, avant que le flot de ses commentaires élogieux ne se perde dans le micro des présentateurs. Il prend les bonnes décisions, pensa-t-il. Si la vie ne voulait pas lui sourire, elle était visiblement résolue à tout lui accorder, à Enzo Garibaldi. Un homme qui ne lui était pas étranger, un homme qui était parti du bas de l'échelle lui aussi, et qui, pourtant, parvenait à surmonter les obstacles qui s'étaient dressés sur son chemin. Il avait tout désormais, tout ce qu'aurait rêvé d'obtenir Théo. L'argent, le respect, et certainement les faveurs des femmes de son choix. Et lui, qu'avait-il? Un verre vide, dans lequel il faisait danser des glaçons. Un deuxième, s'il vous plaît, demanda le jeune homme désabusé. Le dernier, songea-t-il. Ensuite, ciao, Island City. Cette ville n'était pas pour moi.